Bonjour Fouzia. Bonjour Elisabeth. Eh bien, j'avais envie de venir t'interviewer de nouveau. La première interview remonte maintenant à 4 ans. Elle s'intitulait « Sortir du silence » et ça traitait effectivement des effets de la psychanalyse, plutôt dans la pratique professionnelle. Et là, voilà, tu as écrit ce livre « Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es », que j'ai lu d'une traite avec beaucoup de plaisir. Et là, il s'agit effectivement aussi de l'effet de la psychanalyse, mais sur un autre plan, hein, sur la vie amoureuse, sur la question du désir, que j'ai trouvé vraiment très très intéressante. Et effectivement, ce que je trouve vraiment formidable, c'est comment tu mets en avant le fait qu'avec la psychanalyse, on en sait quand même un peu davantage sur la question du désir, sur ce qui nous anime. Et comment tu arrives à déplier ça en prenant appui à la fois sur ton expérience de psychanalyste et sur ton expérience d'analysante. Donc tu relèves un point important qui est la façon dont j'ai écrit, comment en tout cas j'ai procédé dans l'écriture de ce livre. C'est imposer ainsi de nouer à la fois le parcours analytique sur, au fond, ce que ma propre analyse m'a enseigné sur mon propre rapport à l'amour et les embrouilles que je rencontrais dans mon rapport au désir. Mais ce qui s'était d'abord imposé, c'était d'où je parle. D'où je parle à la fois en tant qu'analyste, en tant qu'analysante. Ce qui déjà, entre parenthèses, on peut noter qu'on est analyste parce que on est analysante ou analysant au préalable, pas d'analyste sans être passé par l'expérience pour soi-même d'une analyse. Et ensuite, l'élément aussi important pour moi, ça a été de dire d'où je parle d'avant même l'entrée en analyse. Dans le prologue, je reviens sur les traces de mon histoire. J'essaye de témoigner de cette période adolescente où j'étais tiraillée entre deux cultures, puisque je suis issue de l'immigration. Mes parents sont tous deux nés et ont grandi au Maroc. Ils sont venus en France dans les années 70 au moment de la grande vague d'immigration. Donc moi, je suis née dans un contexte d'exil et d'immigration. Et il me semblait important de revenir sur justement ce qui était pour moi ce que j'appelle le tiraillement culturel pour montrer au fond comment l'analyse, au fur et à mesure de mon évolution, de mon cheminement dans ce travail analytique, comment ce tiraillement s'est trouvé à un moment donné résolu, n'a plus été une source de souffrance, mais plutôt une source d'inspiration. Dis-moi comment tu es, je te dirai qui tu es. La question du titre, pour moi, en fait, ça me permet, ça donnait une indication d'un mouvement. Le comment, c'est pas qui, c'est-à-dire que le projecteur n'est pas mis sur qui tu aimes, mais sur la façon d'aimer. Et dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui tu es. Au fond, elle met en avant cette idée que notre façon d'aimer dit quelque chose de nous. Ça donne l'idée qu'une issue est possible à partir du moment où on consent à dire les impasses qu'on rencontre, les difficultés qui jalonnent notre vie amoureuse, les répétitions aussi amoureuses, le fait de répéter le même type de partenaire. Et donc, à un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, on commence à se dire c'est quand même assez étonnant que ça se répète. Et donc, il y a l'idée dans ce titre d'un mouvement à partir de comment j'aime, ce que je rencontre, les difficultés qui jalonnent ce chemin de la vie amoureuse, va me permettre de repérer finalement d'où ça s'enracine, et ça dit au fond quelque chose de nous. C'est comme dire au fond que nos symptômes, les symptômes qui nous font souffrir, c'est une partie de nous-mêmes. Et donc ça dit quelque chose de nous
d'une histoire censurée, d'une histoire oubliée, d'événements qui ont marqué notre existence, des traumatismes, des silences. L'analyse, c'est quand même un gain de savoir par rapport à des choses qu'on ignorait, qu'on ne voulait pas savoir, qui étaient dans cette arrière-scène qui est l'inconscient et donc qui n'est pas accessible par la conscience de façon directe, mais on y a accès par la fenêtre du rêve, par la fenêtre du lapsus, donc tout ce qui relève des formations de l'inconscient, qu'on va déchiffrer en analyse, que l'analyste va lui-même interpréter. À partir du moment où c'est interprété, il y a quelque chose comme une levée du voile d'un pan qu'on ignorait de notre histoire qui se lève, et à mesure que le voile se lève, on gagne en légèreté d'être, et donc on gagne à avancer dans la voie de son désir. Alors si on parle du désir, justement, j'avais relevé une phrase dans ton livre. Elle s'habille du fantasme de l'homme parce qu'elle voulait être aimée et désirée. Que finalement, pour une femme, ça peut être la question d'être désirée. Avant peut-être de savoir quel est son désir. Pour être aimée, pour être désirée, et Lacan le dit très bien, qu'une femme est prête à tous les sacrifices par amour. Sacrifier son corps, ses biens, même jusqu'à son désir, jusqu'à même son être. Et donc, au fond, ça met l'accent sur à la fois l'expérience de l'amour est une expérience formidable quand on la vit, quand on la rencontre, mais en même temps, elle peut aussi être la voie vers laquelle on peut aussi s'abîmer au sens de s'oublier par amour pour le partenaire, qui a cette idée au fond en se confondant, en se fondant dans l'attente que le partenaire peut avoir, même verbalisé, dire à sa partenaire, j'aimerais que tu sois comme ci, comme ça, c'est comme ça que je t'aimerais, c'est comme ça que je te trouve formidable. Et donc, ça nous donne l'idée qu'au fond, en adoptant cette voie-là, en s'habillant de ces paroles, parce que ça reste des paroles, en s'habillant de ces paroles, on va être l'unique à ses yeux, l'exception. Et au fond, le sacrifice au nom de l'amour, c'est aussi un sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une perte et en même temps un gain, c'est-à-dire d'être élevé à la dignité de l'exception pour un homme. C'est cette voie-là aussi que j'ai souhaité explorer, notamment avec le très beau témoignage de Vanessa Springora dans son très beau livre « Le consentement », où justement elle revient sur les traces d'une histoire vécue à l'adolescence, ce moment aussi charnière de l'existence où on ne sait pas. Le moment de l'adolescence, c'est aussi un moment de métamorphose. On ne sait pas vraiment qui on est, ce qu'on va devenir. C'est un moment de vacillement, on se cherche. Et parfois, des paroles d'un homme peuvent nous happer en nous donnant l'illusion, en effet, en s'habillant de ces paroles, en adoptant ses attentes, on va être à la fois, ce qu'elle dit très bien, érigé à cette place d'exception, donc on devient quelqu'un. Ça fonctionne à condition que les actes témoignent de ces paroles. Et justement, elle, ce qu'elle met en avant, c'est qu'il y a elle repère à un moment donné cette fracture entre les paroles et les actes, qu'au fond, ça n'était que des paroles. Et là, elle s'effondre. Ça relève vraiment d'un traumatisme qui a des répercussions dans la vie même. Et donc, ce qu'elle dit très bien, Vanessa Springora, c'est qu'au fond, le fait de faire une analyse lui a permis de retrouver le je, son dire, sa parole, se réapproprier sa parole, se réapproprier son histoire, pour retrouver en effet son être et donc son propre désir, gagner ce désir qui avait été sacrifié au nom de l'amour.
Au tribunal des hommes, une femme qui désire est dangereuse. On l'accuse de ne pas être toute mère, on l'accuse de ne pas être toute épouse. Alors, une femme qui désire est dangereuse, c'est une... D'abord, j'ai eu l'idée de cette phrase avec cette série qu'on connaît de Laura Adler, voilà, qui sont éditées chez Flammarion, où on a les femmes qui aiment sont dangereuses, les femmes qui lisent sont dangereuses, les femmes qui écrivent vivent dangereusement. Les femmes qui désirent sont dangereuses, ça donne aussi le désir, en tous les cas là dans le registre féminin, c'est quand même, et c'est pour ça que la série de Laura Adler est très intéressante, parce qu'au fond c'est aussi ce qu'elle a perçu, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de l'indocilité chez une femme qui désire, qui aime. Moi je pense par exemple aux pays traditionnels où le mariage est très codifié, c'est par exemple les mariages arrangés, etc. Donc si une femme choisissait son partenaire et donc montrait qu'elle était amoureuse, en effet c'était scandaleux. Et donc dans l'idée d'une femme qui désire est dangereuse au sens, au fond, où plus on est en équation avec son désir, moins on se laisse faire, moins on se laisse, comment dire ça, détourner par les paroles de l'autre. Dans le film de Justine Triet, c'est très intéressant parce qu'au fond, dans ce couple qu'elle met en scène, on perçoit très vite qu'il y a le partenaire masculin qui, lui, est très, très embarrassé, très alourdi avec son désir, c'est-à-dire dans le film, c'est ce qu'il met en avant, c'est qu'il n'a pas le temps d'écrire parce qu'il s'occupe de l'enfant, qu'elle, du coup, elle a le temps d'écrire parce qu'elle ne s'occupe pas de son fils, pas suffisamment, elle prend trop de temps pour elle. Donc on voit bien que c'est une guerre du côté du désir. Et dans ce film, il y a une espèce de renversement qui est que justement, le personnage féminin dans Anatomie d'une chute, c'est justement une femme forte qui ne se laisse pas victimiser, qui ne se victimise pas, alors qu'elle a vécu une tragédie avec l'accident de son fils, mais c'est plutôt quelqu'un qui est justement, qui a une position du côté d'un désir décidé. Et en face, le partenaire est plutôt, lui, très embarrassé, très en grande difficulté d'assumer son désir à lui, déjà dans l'écriture, mais aussi son désir en tant qu'homme dans son rapport avec cette femme. Et on voit très bien qu'au moment de au tribunal, la première chose qui lui est reprochée à cette femme, ça va être, on va l'attaquer du côté de sa sexualité. Et donc, qu'est-ce que ça dit au fond ? Ça dit qu'on l'attaque aussi parce que c'est une femme, parce qu'au fond, la sexualité, ça vient pointer que derrière la mère, on a une femme. Ça rejoint du coup l'écriture de ce livre, où il m'a fallu aussi, bon ça je l'ignorais, c'était pas conscient, mais de me défaire aussi de l'idée que ce que j'écris puisse plaire, que ça rentre bien dans les cases, que j'ai accumulé un certain nombre de savoirs suffisants pour pas dire de bêtises. Et c'est vrai que j'étais très encombrée par ces considérations-là, qui faisait qu'au moment où je me mettais à écrire, j'éprouvais de l'angoisse. Ce désir d'écrire date depuis très très longtemps. À l'origine, mes questionnements, c'était lié à comment être une femme, comment on vit le fait d'être une femme dans une culture musulmane, dans une famille, quand on est né dans une famille musulmane, qui était mon cas. Donc finalement, mes interrogations, et donc je lisais beaucoup autour de ça, j'écrivais autour de ces questions, mais c'était d'abord des questions qui m'habitaient moi. Mais l'analyse m'a permis un tout autre travail, qui était de traiter cette question à partir
mon histoire, à partir de mes symptômes, à partir de ma façon d'aimer, que ce soit dans la famille, d'aimer mes parents, mon père notamment, et comment cet amour pouvait être aussi un frein à assumer mon propre désir. Et donc, c'est aussi ce qui fait que j'aurais jamais pu écrire au fond ce livre au moment où avait ému en moi l'idée de l'écrire. Parce que je l'aurais écrit à partir de mes questions et donc à partir de ma propre fenêtre névrotique. J'aurais été sûrement dans la plainte, j'aurais été sûrement dans des revendications très brûlantes. Donc ça n'aurait pas du tout donné la même tonalité qu'est le livre aujourd'hui. Et au fond, c'est aussi pour ça que le livre est écrit comme ça, à partir de avant l'analyse, pendant l'analyse, et puis tout ce travail de détricotage à partir de l'élucidation de mon inconscient, tout ce que je découvre de ce qui m'habitait, de ce qui me faisait souffrir, et au fond, ce que l'analyse m'a permis de dépasser, de franchir. Et je pense que j'ai aussi eu besoin de l'écrire parce que ça m'a paru aussi presque, le mot qui me vient c'est incroyable, au sens où je n'aurais jamais imaginé qu'une analyse aurait pu me permettre de sortir vraiment d'un rapport à l'amour qui avait la couleur du drame. Et vraiment de l'ordre d'une souffrance dans ma façon d'aimer, du côté d'un fantasme d'être la mal-aimée. Hein. Mais c'était quelque chose que je jouais dans mon rapport avec ma mère, qui était pour moi un rapport très douloureux, dans la façon dont je m'éprouvais comme n'étant jamais à la hauteur de ses attentes. Et en moi, c'était un conflit perpétuel entre vouloir être aimée d'elle et donc me conformer à ses attentes, qui étaient plutôt du côté de la tradition, et une autre partie de moi qui ne voulait pas du tout me conformer et être assignée à résidence identitaire et religieuse. Et donc, tout ça, c'était en conflit en moi et donc ça me rendait la vie impossible. Et donc j'étais à la fois à me plaindre et en même temps dans la quête d'amour. Et je rejouais ça, je répétais ça dans mon rapport au partenaire amoureux, quel qu'il soit. Et donc j'étais vraiment comme les actrices dans des films de Pedro Almodóvar. Hein. Et vraiment, dans la vraie vie, c'était vraiment, je pouvais me mettre en rage. Et c'est vrai que l'analyse, à un moment donné, ça a vraiment fait chuter ça. J'ai repéré dans l'après-coup que les événements qui auraient pu nourrir ça et me mettre en rage, c'était complètement éteint. Ça n'accrochait plus et même bien au contraire, ça pouvait m'amuser et me faire rire. Oui, là, tu faisais allusion à tes parents. Et à l'amour finalement dans la sphère familiale. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ton livre, c'est d'apprendre ça et de la manière dont tu le déplies, qu'effectivement, il ne suffit pas d'être dans une famille aimante. C'est très intéressant ce que tu mets en avant parce qu'au fond, ça sort de cette idée très... ce qu'on appelle les idées psychologisantes qui voudraient dire que si on est dans une famille aimante où on a tout ce dont on a besoin, on n'aurait pas de raison de souffrir. Inversement, si on est né dans une famille où c'est très compliqué, où il y a eu de la maltraitance, ça veut dire qu'on sera nous-mêmes, c'est ce qu'on entend tous les jours, l'idée qu'on reproduirait ce qu'on a vécu avec ses propres enfants. Et donc, ce que tu mets en avant, ça vient justement dénouer cette idée psychologisante que parce que ce serait comme ça donnerait ça. Et pas du tout. Et c'est ce qui fait toute la beauté des vies humaines, c'est qu'on ne se réduit pas de manière automatique à ce qui nous a été transmis, la façon dont on nous a aimés. Ça va être plutôt ce que nous, à notre échelle, à notre place, on va attraper
Et on voit bien que dans les fratries, un frère, une sœur, deux frères, ils vont pas du tout se positionner de la même façon. Il y en a un, je ne sais pas, moi, l'aîné sera comme ci, le second va entendre ce qu'on dit à l'aîné, donc il va se dire, ah bah il faut surtout pas que je fasse comme ça, donc moi je vais faire ce qu'ils attendent de lui, c'est moi qui vais le faire. Donc souvent on a, c'est même très fréquent, que les enfants ne se ressemblent pas du tout, hein, parce que chacun va prendre une place singulière. C'est-à-dire que le sujet, il prend telle petite phrase prononcée par le parent, il en fait une interprétation. Et c'est très juste que tu dis ce qu'on attrape de la parole, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté très ingrat qui est que parfois, par inadvertance, par fatigue ou je ne sais quoi, on peut avoir une parole qui nous échappe. Parfois, on peut avoir une parole blessante, parmi plein d'autres paroles. Et là, paf, ça va être cette parole-là, cette parole malheureuse que l'on va garder et qui aura une incidence inconsciemment dans notre trajectoire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on attrape ça et pas ça, ça reste, c'est le mystère de l'être humain. Et à la fois, ce dont lui-même va consentir, ce à quoi je vais consentir de ce qu'on va me donner, me dire, et à la fois, je peux dire oui, je peux dire non, et ça, pourquoi, on ne le sait pas. Charge à nous de le découvrir. Dans notre époque où on essaie de tordre un peu le cou à la psychanalyse et à l'idée de l'inconscient, ce que tu viens de dire là met vraiment en valeur le rapport à l'inconscient. Tout à fait. Pour moi, ça a été, ce qui a été moteur dans l'écriture de ce livre, c'était de faire valoir justement ce qui est aujourd'hui, qui passe à la trappe, même dans la façon dont on va décortiquer les relations hommes-femmes aujourd'hui, justement, qui rejoint ce que tu dis, cette idée de folklore d'une certaine manière, l'inconscient, cette idée qu'on saurait tout, qu'on serait presque transparent à nous-mêmes et qu'il n'y aurait aucune zone d'ombre. Et justement, c'est toute la force c'est la découverte de la psychanalyse avec Freud, c'est justement, et qui a été très subversif à l'époque, un vrai tremblement de terre, que cette découverte de se dire, bah oui, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes, il y a des choses en nous qui nous échappent. Et en même temps, s'il y a des choses en nous qui nous échappent, celui qu'on a en face de nous, soit nos parents, le partenaire, nos enfants, eux aussi ont des zones d'ombre, des parts qui leur échappent, qu'ils ne savent pas, mais qui malgré eux, malgré nous, cette histoire censurée, cette part d'ombre, elle va chercher à se faire entendre et encore plus entendre quand on refuse de l'entendre. Plus on refuse cette idée qu'une part de nous échappe, qu'un savoir existe à notre insu, plus ça va se montrer de manière féroce. Et je trouve ça en effet très important ce que tu soulignes, c'est justement, c'est aussi la psychanalyse, le discours analytique incarne ça, incarne l'idée qu'on ne maîtrise pas tout. Alors dans une époque où on veut tout maîtriser, avec l'évolution de la science, l'intelligence artificielle, et ben le discours analytique est d'autant plus subversif parce que justement, il vient pointer là où justement on ne veut pas savoir. Parce que c'est très angoissant de se dire qu'une part nous échappe. Et donc la psychanalyse incarne ça. C'est pourquoi elle est d'autant plus subversive à l'époque d'aujourd'hui, à l'époque où on veut que tout soit transparent, qu'on puisse régler tout à coup de paroles limite des injonctions, penser que tout va bien et tout ira bien. Enfin, c'est vraiment une insulte à la complexité qu'est l'être humain, du fait d'être un être parlant, qu'il a un corps, qui est lui-même le produit d'un discours, qui se bat avec ses symptômes, ses souffrances, et donc ne rien vouloir en savoir, c'est aussi nier cette part d'humanité qui est en nous. Dis-moi.